La question « Suis-je la même personne qu'hier ?» invite à une réflexion profonde sur l'identité personnelle et sa continuité à travers le temps. Cette interrogation a préoccupé les philosophes depuis des siècles, chacun proposant des perspectives variées pour comprendre ce qui fait de nous une personne unique et persistante malgré les changements inévitables. Au XVIIe siècle, le philosophe anglais John Locke a introduit une conception influente de l'identité personnelle. Selon Locke, ce qui définit l'identité d'une personne, ce n'est pas la continuité physique du corps, ni la permanence d'une âme immuable, mais la continuité de la conscience. Il soutenait que, si une personne à un moment donné est consciente des actions et des pensées d'une autre personne à un moment antérieur, alors ces deux moments de conscience appartiennent à la même personne. Ainsi, la mémoire joue un rôle central. Se souvenir de ses expériences passées est ce qui garantit que l'on est la même personne qu'hier. Cette approche met l'accent sur la dimension psychologique de l'identité, suggérant que notre perception continue de nous-mêmes est construite à travers la mémoire et la conscience. Cependant, la théorie de Locke n'est pas sans critique. L'une de ses principales objections concerne la possibilité de discontinuer de la mémoire. Il est courant d'oublier certaines expériences ou de modifier nos souvenirs avec le temps. Cela soulève la question, si nous oublions certains événements, sommes-nous encore la même personne ? La dépendance de l'identité à la mémoire peut sembler circulaire. La mémoire est-elle fiable pour établir l'identité, si l'identité est en partie définie par la mémoire? Ces interrogations mettent en lumière la complexité de l'identité personnelle et la difficulté de la saisir pleinement. De nos jours, certains philosophes et penseurs adoptent une version plus fluide de l'identité. Ils suggèrent que l'identité personnelle n'est pas une entité fixe, mais un ensemble de rôles, d'expériences et de relations qui évoluent constamment. Cette perspective reconnaît que nous changeons en fonction de nos interactions, de nos apprentissages et des différentes phases de notre vie. Par exemple, une personne peut se percevoir comme une enfant, une adolescente ou une adulte. Chacune de ces identités coexistantes contribue à la richesse de l'expérience humaine. Cette approche met l'accent sur la multiplicité de la diversité de l'identité, reflétant la réalité de notre existence changeante. En définitive, la question « Suis-je la même personne qu'hier ?» ne trouve pas de réponse simple ou définitive. Elle sert plutôt de point de départ pour une exploration continue de ce qui nous rend uniques et cohérents à travers le temps. Cette réflexion nous invite à considérer comment nos souvenirs, nos expériences et nos relations contribuent à la construction de notre identité. Elle nous pousse également à reconnaître que, tout en conservant une certaine continuité, nous sommes en perpétuelle évolution, façonnés par le temps et les circonstances. Ainsi, l'identité personnelle apparaît comme un équilibre délicat entre permanence et changement, une quête sans fin pour comprendre qui nous sommes et comment nous nous relions aux autres et au monde qui nous entoure. Vaut-il mieux une vie courte et intense ou une vie longue et paisible? La question de savoir s'il est préférable de mener une vie courte et intense ou une vie longue et paisible a traversé les siècles, interrogeant aussi bien les philosophes antiques que les penseurs contemporains. Cette réflexion invite à considérer la qualité de l'existence humaine, au-delà de sa simple durée, mettant en lumière les choix individuels et les valeurs personnelles qui façonnent notre passage sur Terre. Les stoïciens, notamment Sénèque, abordent cette problématique sous l'angle de l'utilisation judicieuse du temps. Dans son essai de la brièveté de la vie, Sénèque suggère que la perception de la brièveté de la vie découle souvent d'une gestion inefficace de notre temps. Il critique ceux qui, absorbés par les occupations futiles ou les préoccupations superficielles, laissent filer les jours, sans en tirer pleinement parti. Pour Sénèque, une vie riche en expériences significatives, même si elle est de courte durée, peut être perçue comme longue et épanouissante. Il écrit que nous n'avons point reçu une vie brève, nous l'avons faite telle. De l'autre côté du spectre, l'épicurisme prône une existence axée sur la recherche du plaisir modéré et l'évitement de la douleur, visant ainsi l'ataraxie ou la tranquillité de l'âme. Épicure, le fondateur de cette école, enseignait que la jouissance des plaisirs simples et naturels, tels que l'amitié et la contemplation, conduit à une vie heureuse. Il met en garde contre la recherche effrénée de plaisirs intenses qui pourraient engendrer des souffrances futures. Ainsi, une vie longue consacrée à la quête de plaisirs équilibrés et à l'absence de troubles pourrait être considérée comme l'idéal
épicurien. Albert Camus, quant à lui, introduit la notion de l'absurde pour décrire le fossé entre notre quête de sens et l'indifférence de l'univers. Face à cette réalité, il propose la révolte comme réponse, une acceptation lucide à notre condition sans espoir, tout en embrassant la liberté et la passion. Pour Camus, multiplier les expériences et vivre pleinement chaque instant, malgré le manque de sens ultime, constitue une réponse authentique à l'absurde. Cette perspective valorise une vie riche en intensité, qu'elle soit courte ou longue, tant qu'elle est vécue, avec conscience et engagement. Paulo Coelho, écrivain contemporain, offre une vision poétique sur cette question. Il affirme que la réalité de notre existence dépend de la manière dont nous la vivons, indépendamment de sa longueur. Selon lui, il est essentiel de saisir les opportunités, de poursuivre nos rêves et de cultiver des relations authentiques pour donner du sens à notre passage sur Terre. Cette approche met l'accent sur l'importance de l'engagement personnel et de la pleine conscience dans nos actions quotidiennes. En somme, cette question philosophique ne trouve pas de réponse universelle, car elle dépend des valeurs, des croyances et des aspirations de chacun. Elle nous pousse à réfléchir sur nos priorités, à évaluer comment nous utilisons notre temps et à déterminer ce qui confère du sens à notre vie. Que l'on privilégie une existence marquée par des moments forts et passionnés ou une vie paisible et prolongée. L'essentiel réside peut-être dans la quête d'une vie pleinement vécue. Et toi, préfères-tu une vie courte mais intense ou une vie longue et paisible ? Avoir le choix est-il toujours une bonne chose ? La question de savoir si avoir le choix est toujours bénéfique invite à une réflexion sur la nature même de la liberté et de la responsabilité humaine. Dans nos sociétés modernes, le choix est souvent perçu comme un pilier de la liberté individuelle. Les révolutions des démocraties libérales du XVIIIe siècle ont refondé les sociétés occidentales sur l'idée que la liberté se manifeste par la capacité de choisir. Cette conception lie étroitement liberté et responsabilité, suggérant que plus nous avons de choix, plus nous sommes libres et responsables de nos actions. Cependant, cette association entre choix et liberté est complexe. La notion de choix implique la possibilité de délibérer et de décider entre différentes options. Pourtant, cette capacité de choisir n'est pas toujours synonyme de liberté totale. Nos choix peuvent être influencés, voire déterminés, par des facteurs externes tels que la culture, la société, l'éducation ou encore des facteurs internes, comme nos désirs inconscients et nos conditionnements personnels. Ainsi, sommes-nous réellement libres de choisir ? Ou bien, nos choix sont-ils le reflet de ces influences multiples ? Le fait d'avoir trop de choix peut paradoxalement mener à une forme de paralysie. Face à une multitude d'options, il devient difficile de prendre une décision, ce qui peut engendrer de l'anxiété et du stress. Ce phénomène, parfois appelé paradoxe du choix, suggère que la surabondance d'options peut nuire à notre bien-être, en remettant en question l'idée que plus de choix est toujours bénéfique. La notion de responsabilité est également intrinsèquement liée. Dans nos sociétés, être responsable implique souvent d'assumer les conséquences de nos choix. Cependant, si nos choix sont influencés par des facteurs hors de notre contrôle, jusqu'à quel point pouvons-nous être tenus responsables de nos actions ? Cette question soulève des débats sur la justice et la responsabilité morale, notamment dans les situations où les individus agissent sous contrainte ou en raison de circonstances atténuantes. En somme, la capacité de choisir est essentielle à notre expérience en tant qu'être humain, mais elle est également source de complexité. Elle soulève des questions sur la véritable nature de la liberté, l'influence des déterminismes sur nos décisions et la manière dont nous assumons la responsabilité de nos actions. Réfléchir à ces enjeux nous invite à examiner de près les structures sociales, culturelles et psychologiques qui façonnent nos choix, et à considérer si davantage de choix conduit réellement à une plus grande liberté ou, si au contraire, cela peut devenir un fardeau. La question de savoir si la société est une construction artificielle renvoie à une réflexion profonde sur l'origine et la nature de nos institutions. Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre majeure du contrat social, offre lective éclairante sur le sujet. Selon lui, l'homme n'est libre, mais partout, il est dans les fers. Cette observation met en lumière le fossé entre notre état naturel et les structures sociales complexes que nous avons édifiées. Jean-Jacques Rousseau postule que l'homme primitif vivait dans un état de nature, caractérisé par la liberté et l'égalité. Cependant,
Avec l'événement de l'agriculture et la notion de propriété privée, des inégalités ont émergé, menant à la corruption morale et à la perte de liberté. Pour remédier à cette situation, Rousseau propose le concept de contrat social, une convention collective par laquelle les individus s'engagent à créer une société fondée sur la volonté générale et l'intérêt commun. Ce contrat social est présenté comme une solution à l'état de nature, visant à établir une association politique et légitime qui protège les droits et les biens de chaque individu. Il s'agit d'une construction délibérée, une réponse aux défis posés par l'évolution sociale et économique. Ainsi, la société, selon Rousseau, est effectivement une construction artificielle, née de la volonté collective de surmonter les défauts de l'état de nature. Cette perspective invite à réfléchir sur la nature de nos institutions actuelles. Sommes-nous toujours soumis aux structures sociales qui restreignent notre liberté individuelle? Le contrat social de Rousseau suggère que la légitimité d'une société repose sur sa capacité à refléter la volonté générale et à promouvoir l'égalité. Dans nos sociétés contemporaines, où les inégalités persistent et où le pouvoir est souvent concentré entre les mains de quelqu'un, pouvons-nous vraiment dire que ces principes sont respectés? En définitive, la réflexion sur le caractère artificiel de la société nous pousse à examiner la légitimité et l'efficacité de nos structures sociales. Cette interrogation est essentielle pour quiconque cherche à comprendre les fondements de notre organisation sociale et à envisager des alternatives plus justes et plus libres. Le solipsisme, du latin solus, signifiant seul, et ips, signifiant soi-même, est une position philosophique qui interroge la nature de notre connaissance et de notre réalité. Cette doctrine soutient que la seule certitude que nous possédons est une existence de notre propre conscience, remettant en question l'existence du monde extérieur et des autres esprits. En d'autres termes, le solipsisme postule que tout ce que nous percevons et expérimentons ne pourrait être que le produit de notre propre esprit, sans réalité objective en dehors de celui-ci. Cette perspective trouve ses racines dans les travaux de René Descartes, notamment dans ses méditations métaphysiques. Descartes, en cherchant une base inéluctable pour la conscience, en est venu à douter de tout ce qui pouvait être mis en question, y compris l'existence du monde extérieur et des autres individus. La célèbre maxime « Cogito ergo sum », je pense, donc je suis, exprime cette certitude de l'existence du soi, pensant comme un point de départ pour reconstruire le savoir. Cependant, cette approche conduit à une forme de solipsisme, où l'on ne peut être certain que de sa propre pensée. Au-delà de Descartes, d'autres philosophes ont exploré cette notion. Georges Berkeley, par exemple, a avancé que l'existence des objets dépend de leur perception par un esprit. Selon lui, être, c'est perçu, suggérant que la réalité matérielle n'existe que dans la mesure où elle est perçue par une conscience. Cette idée soulève des questions sur la nature de l'existence indépendante des objets de l'autrui. Le solipsisme invite à une réflexion profonde sur la nature de la réalité de ces connaissances. Si nous ne pouvons pas être certains de l'existence des autres esprits, ou encore du monde extérieur, cela remet en cause la possibilité de communication authentique. Comment pouvons-nous comprendre les expériences et les émotions des autres si nous doutons de leur existence réelle? De plus, cela pose la question de la responsabilité morale. Si les autres existent que dans notre esprit, avons-nous des obligations éthiques envers eux? Cette réflexion a des implications sur notre perception de la réalité quotidienne. Par exemple, des avancées technologiques telles que la réalité virtuelle et les environnements immersifs peuvent nous amener à questionner la frontière entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Les expériences de simulation ou de rêve peuvent également brouiller les lignes entre la réalité objective de notre expérience. En somme, le solipsisme nous pousse à examiner les fondements de notre connaissance et de notre perception. Il nous confronte à la possibilité que tout ce que nous savons et ressentons pourrait n'être qu'une construction de notre esprit, nous incitant à reconsidérer notre compréhension de l'existence, de l'autre et du monde qui nous entoure. Sommes-nous bons ou mauvais par nature? La question de la nature humaine, à savoir si l'homme est intrinsèquement bon ou mauvais, a traversé les siècles et nourrit les débats philosophiques. Cette interrogation invite à explorer les fondements de notre moralité et à comprendre les influences qui façonnent notre comportement. Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, proposait une vision selon laquelle l'homme n'est naturellement bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Dans son ouvrage « Du contrat social », il avance que l'homme, à l'état de nature, est guidé par la pitié et l'amour-propre,
des sentiments qui le poussent à rechercher son bien-être, sans nuire aux autres. Cependant, avec l'émergence de la civilisation, des institutions et des inégalités sociales, l'homme s'éloigne de sa bonté originelle, en adoptant des comportements égoïstes et compétitifs. À l'opposé, Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, soutenait que l'homme est naturellement égoïste et que sans une autorité centrale forte, la vie serait solitaire, pauvre, désagréable, brutale et courte. Selon Hobbes, pour éviter le chaos, les individus doivent céder une partie de leur liberté à un souverain, établissant ainsi un contrat social qui garantit la sécurité de l'ordre. La distinction entre nature et culture est essentielle pour comprendre la nature humaine. La nature est souvent perçue comme l'ensemble des caractéristiques innées, biologiques et universelles de l'homme, tandis que la culture englobe les apprentissages, les traditions et les influences sociales. Cette dichotomie soulève la question de savoir dans quelle mesure nos actions et nos valeurs sont déterminées par notre biologie ou par notre environnement social. Au-delà des théories philosophiques, il est évident que l'environnement social et culturel joue un rôle majeur dans le développement de notre moralité. Les normes, les valeurs et les institutions sociales influencent nos comportements et nos perceptions du bien et du mal. Par exemple, ce qui est considéré comme moral dans une culture peut être perçu différemment dans une autre. En définitive, la question de savoir si nous sommes bons ou mauvais par nature n'a pas de simple réponse. Elle nous pousse à réfléchir sur nos origines, nos influences et notre capacité à choisir. Sommes-nous le produit de notre biologie, de notre culture, ou bien d'une interaction complexe entre les deux? Cette réflexion nous invite à examiner nos propres actions, à comprendre les forces majeures qui nous façonnent, et à envisager comment nous pouvons, en tant qu'individus et société, orienter notre nature vers des valeurs que nous jugeons souhaitables. Et vous, pensez-vous qu'à la base, l'homme est bon ou bien mauvais? Le paradoxe de Newcomb. Le paradoxe de Newcomb est une expérience de pensée qui interroge nos intuitions sur la rationalité, la prédiction et la liberté de nos choix. Imaginons que vous vous trouviez face à deux boîtes. La boîte A, transparente, contenant 1000 $, et la boîte B, opaque, dont le contenu est inconnu. Imaginons maintenant un être doté d'une capacité de prédiction quasi parfaite. Il aura déjà déterminé le contenu de la boîte B en fonction de ce qu'il anticipe, que vous choisirez. Si cet être prévoit que vous ne prendrez pas la boîte B, il place 1 million $. Si au contraire, il prévoit que vous prendrez les deux boîtes, il laisse la boîte B vide. Vous devez maintenant décider si vous preniez uniquement la boîte B ou les deux boîtes. Deux raisonnements apparents logiques conduisent à une conclusion opposée. Le premier, basé sur la théorie de la décision et le principe de dominance stratégique, suggère que vous devriez toujours prendre les deux boîtes. En effet, quelle que soit la prédiction faite, prendre les deux boîtes semble toujours rapporter plus d'argent. Si le prédicteur a prévu que vous prendriez les deux boîtes, la boîte B contient 0 $ et vous obtiendrez seulement 1000 $. Le second raisonnement, influencé par la confiance dans la capacité de prédiction de l'autre, recommande de ne prendre que la boîte B. En supposant que le prédicteur est presque infaillible, si vous choisissez les deux boîtes, il est probable que la boîte B soit vide. En prenant que la boîte B, vous maximisez vos chances d'obtenir le million de $. Ce paradoxe met en lumière le conflit entre deux approches de la rationalité. D'une part, la maximisation des gains, qui privilégie la prise des deux boîtes. D'autre part, la confiance dans la capacité de prédiction, qui favorise le choix de la seule boîte B. Il soulève également des questions sur la causalité et la temporalité. Comment concilier le fait que le contenu de la boîte B dépend de votre futur, alors que ce contenu est déterminé par une prédiction faite avant votre décision? Ce dilemme nous pousse à réfléchir sur la nature de nos choix. Sommes-nous réellement libres de nos décisions ou sommes-nous prévisibles et influencés par des facteurs extérieurs? Le paradoxe de Newcomb nous invite à examiner nos intuitions sur la liberté, la prédiction et la rationalité, sans fournir de réponses définitives, mais en nous encourageant à explorer les profondeurs de ces concepts. Et vous, auriez-vous pris la boîte B ou bien les deux boîtes?